Chers collègues, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, les remercier de m'avoir invité. Pour mon pays, pour la Russie, le problème de la Première Guerre mondiale est particulièrement important parce que jusqu'aujourd'hui, on la considère chez nous comme une guerre oubliée. On connaît mal l'histoire de la Première Guerre mondiale qui, dans la mémoire collective, est par excellence supplantée par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont quelques sujets importants de la perception de cette guerre comme un conflit mondial en Russie que je voudrais évoquer maintenant. La première chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle d'une guerre de 1914-1918 comme une guerre mondiale pour la Russie consiste en ce que l'Empire russe était une puissance globale d'un autre type que les autres pays participants qui ont pris parti à la guerre, qui ont pris part à la guerre. La Russie n'était pas un empire maritime, elle ne possédait pas les colonies d'outre-mer. La Sibérie n'est pas une colonie typique, bien sûr. Par conséquent, elle ne possédait pas les flottes océaniques pour protéger ses territoires d'outre-mer. Donc, pour la Russie, la guerre s'est concentrée à quelques régions de l'Europe et de l'Asie. Et donc la guerre mondiale pour la Russie, c'est une autre chose que la guerre mondiale pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne. Je distingue 3 points qui pourraient nous expliquer ce qu'était la guerre mondiale pour la Russie au début du XXe siècle. Le premier aspect que je voudrais caractériser maintenant, c'est l'envergure des hostilités. La guerre mondiale pour la Russie, c'est un conflit qui touche toute la frontière énorme de l'Empire. En 1880, lorsque le premier plan de guerre a été élaboré par le chef d'état-major général russe, le général Obrouchev, ce plan a prévu la Grande Guerre européenne. C'est la Grande Guerre européenne qui a commencé pour l'Empire en août 1814. Mais la guerre a changé le caractère après le mois d'octobre 1914, lorsque la Turquie a rejoint le pays, les puissances centrales. En 1915, les navires allemands ont attaqué les ports arctiques de l'Empire russe. En automne 1915, les troupes russes ont entré la Perse. Et en 1915-16, les troupes russes ont été envoyées au front français et au front de Saloniki. Et le territoire sur lequel les troupes russes ont été déployées s'est vu être énorme en général. Donc, et sur cette image, vous avez les lignes rouges qui marquent les fronts sur lesquels les troupes russes ont été déployées vers le début de 1917. Et vous pouvez voir que c'est un territoire vraiment énorme, de la France jusqu'à la Perse et de l'Arctique jusqu'à la ville de Mossoul, le nord d'Irak actuel. Donc, la guerre mondiale pour l'Empire russe, c'est le premier point. C'est la guerre qui touche tout le territoire énorme de l'Empire et toutes ses frontières de l'Europe et de l'Asie. Le deuxième point que je voudrais caractériser, c'est le problème d'accès aux matières premières que mon collègue d'Allemagne vient de mentionner. Parce que l'Allemagne a été bien bloquée par la flotte des Alliés, mais la Russie elle a été aussi bloquée parce que
voies principales par lesquelles l'exportation et l'importation étaient effectuées, la mer Noire et la mer Baltique, ont été bloquées par les Allemands et par les Turcs. Donc, et c'est pour ça qu'on a dû développer des autres voies. Et les ports très éloignés qui, avant la guerre, avaient resté sans attention du gouvernement, c'est le port d'Arkhangelsk de la mer Arctique et le port de Vladivostok sur le bord de l'océan Pacifique, qui se sont vus être les ports principaux pour l'exportation de matières premières, d'armement, etc. Très souvent, on regarde la Russie comme un stock des ressources naturelles, mais ce n'est pas vrai pour le début du XXe siècle, parce qu'à l'époque, beaucoup de gisements en Sibérie n'ont pas encore été découverts. Donc, par exemple, 50% des usines de Saint-Pétersbourg utilisaient le charbon exporté de la Grande-Bretagne par les voies maritimes. Et une chose qui a été déjà évoquée par mes collègues, pendant la Première Guerre mondiale, l'économie russe a dû utiliser le main-d'œuvre étrangère. Les prisonniers de guerre autrichiens, qui étaient très nombreux après les offensives de 1914, ont été utilisés comme le main-d'œuvre pour des usines de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Kiev. Et presque 6100 Chinois ont été importés de Chine pour travailler par excellence dans l'agriculture de l'Ukraine. Donc, et le troisième point que je voudrais évoquer, je crois que ce point est le plus important pour nous, pour les Russes, c'est la perception de la guerre comme un conflit mondial. Le gouvernement russe a fait de son mieux au début de la guerre pour convaincre l'opinion publique du caractère global de ce conflit. Les placards comme celui-ci ont été faits pour démontrer qu'il s'agit d'un conflit national et international. Ici, vous avez un chevalier russe qui combat contre un dragon avec 3 têtes, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et l'Allemagne. Cependant, le gouvernement russe a échoué de convaincre l'opinion publique de ce caractère international de conflit. En ce qui concerne la paysannerie, qui était la majorité de la population russe, presque 70%, elle n'a pas compris le caractère international de ce conflit. Pour elle, il ne s'agissait que d'une guerre classique, que d'une guerre dynastique, d'une guerre que le tsar orthodoxe a déclarée aux ennemis de l'orthodoxie, aux ennemis de la Sainte Russie. Donc, ils n'ont pas très bien compris contre qui ils doivent combattre. Pour eux, il ne s'agissait que d'un allemand comme un type généralisé d'un ennemi de la Sainte Russie. On a à peine distingué les Allemands des Français, des Britanniques, parce que c'était un type d'un Européen de l'Europe qui avait déjà quelquefois envahi la terre russe de l'Occident. Et ça, c'était le problème d'importance extrême, parce que la mentalité archaïque de la paysannerie russe, elle a influencé l'armée vers la fin de 1916, lorsque l'armée active a été complètement détruite. Et en ce qui concerne l'intelligentsia, l'opinion publique libérale, elle a aussi mal compris le caractère international de ce conflit. Je voudrais citer les paroles de Fedor Stepun, philosophe et historien russe, qui était un témoin de ces années. Il a bien décrit cette disposition d'esprit d'intelligence pour laquelle le
caractère international de conflit a été par excellence supplanté par l'idée de sa confrontation avec le pouvoir. Elle n'a pas très bien compris l'essence des tensions internationales. Pour elle, il ne s'agissait pas que d'un conflit dans empire tsariste avec les autres empires impérialistes de l'Europe. Et pour finir, encore une citation de Paul Milukov, qui était le chef du Parti constitutionnel démocrate et le chef de l'opposition libérale, qui a essayé d'expliquer le caractère international de conflit à l'opinion publique dans un nombre des articles. Et il a aussi échoué parce que personne n'a compris pourquoi la Russie doit combattre pour les Dardanelles, pour Bosphorus, etc. Donc ce sont les trois points qui, de mon point de vue, sont importants pour le cas russe lorsqu'on parle du passage d'une guerre locale à une guerre mondiale. Ici, ça vous intéresse. Quelques livres qui peuvent être d'intérêt si vous voulez connaître un peu plus. Merci. Merci. C'est vraiment très très intéressant et je vous remercie. Notre collègue bulgare, alors oui, maintenant, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour essayer d'expliquer le cas bulgare. Après les grandes puissances, une petite nation. Avec mon collègue Stanislav Stretanovic, nous avons décidé, le premier qui va parler, de dire quelques mots sur cette poudrière de l'Europe, les Balkans, avant la Première Guerre mondiale. Donc en 1912, la Première Guerre balkanique, c'est la Ligue balkanique, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro contre l'Empire ottoman. C'est une guerre victorieuse pour les Alliés, mais les disputes commencent pour comment répartir le butin, c'est-à-dire surtout la Macédoine. La politique bulgare a été toujours très locale, très régionale, balkanique. Et son intérêt a été toujours tourné surtout vers la Macédoine. En partie, cela est dû au fait qu'une grande partie de l'élite bulgare, militaire, politique, vient de Macédoine et était née en Macédoine. Et donc, nous avons commencé une dispute avec les Serbes et les Grecs, et les militaires bulgares ont dit au roi Ferdinand qu'ils peuvent buter, c'est le terme, les Serbes et les Grecs. Donc la Bulgarie provoque la deuxième guerre balkanique. Elle attaque la Serbie et les Grecs. Mais un fait assez étrange, dans l'histoire de l'Europe moderne, la Bulgarie est le seul pays en Europe qui, dans les temps modernes, a été attaqué à la fois par tous ses voisins, c'est-à-dire, bien sûr, la Serbie et la Grèce, mais aussi par la Roumanie et l'Empire ottoman. C'est une catastrophe nationale. La Bulgarie perd, bien sûr, cette guerre et commence à se préparer pour une revanche. À la veille de la Première Guerre mondiale, donc la Bulgarie a un grand choix d'ennemis. La Roumanie, la Serbie, la Grèce, l'Empire ottoman. Mais au début, la Bulgarie commence à suivre une neutralité. Tout d'abord, le gouvernement essaye de voir qu'est-ce qu'il peut gagner, c'est-à-dire s'il peut gagner la Macédoine, bien sûr. Mais la Macédoine, en ce moment, est occupée surtout par les Serbes. Donc voilà la hiérarchie des ennemis. La première place est occupée par la Serbie. Mais un autre problème, monsieur le professeur, vous avez dit que la Bulgarie est un pays slave, un pays orthodoxe, c'est-à-dire pro-russe. Et la Russie défend la Serbie en ce moment. Pour cette raison, la Bulgarie va suivre au début une politique vraiment très neutre. Mais par exemple, le ministre
foncière du pays à Saint-Pétersbourg, quitte son poste pour devenir général dans l'armée russe. Et il y a beaucoup d'officiers bulgares qui entrent dans l'armée russe. Finalement, à la fin de l'été de 1915, la Bulgarie choisit de ne plus suivre la neutralité. Elle va faire la guerre contre la Serbie. J'ai le manifeste par lequel le roi Ferdinand a déclaré la guerre. Bon, il paraît que mes arrière-grands-parents n'aimaient pas trop le roi, donc ils ont découpé son portrait. Mais voilà, dans ce manifeste, on dit on va faire la guerre contre la Serbie. C'est la Serbie notre ennemi. Et seulement à la fin, on mentionne nos alliés avec lesquels on va faire la guerre. C'est-à-dire la Bulgarie s'est préparée à une guerre locale. La guerre a commencé, la Serbie a été occupée, mais sur le front de Salonique, il y a des Français et des Anglais qui arrivent. C'est-à-dire que la Bulgarie doit continuer à lutter. Ce n'est pas un problème pour les Bulgares à cette époque de lutter contre les Anglais et les Français. Le problème, je le répète, c'était contre les Russes. Et finalement, la Bulgarie, comme les autres pays, a été assez surprise de cette guerre mondiale. En 1916, elle a commencé une guerre contre la Roumanie, et là-bas, elle a dû lutter contre les Russes. C'est-à-dire vraiment, effectivement, lutter contre les Russes. Et si, par exemple, en 1915, quand la Bulgarie était toujours neutre, les Allemands ont dit, bon, qu'est-ce que vous faites si la Russie vous déclare une guerre, ou même sans déclarer la guerre, fait un débarquement à côté de Varna et de Burgas. Alors les généraux bulgares ont déclaré, bon, nous sommes sûrs que les soldats bulgares ne vont pas tirer contre les Russes. C'est-à-dire, nous allons appeler les Allemands pour les repousser. Et la défense de la côte de la mer Noire, au début de la guerre, a été effectuée par des sous-marins allemands. Les Russes, il paraît qu'aussi étaient convaincus que les soldats bulgares ne vont pas tirer contre eux. C'est-à-dire, les premiers prisonniers disaient, mais pourquoi vous avez tiré sur nous? On nous disait que les Bulgares vont nous laisser partir ou ne vont pas tirer sur nous. Et cette déception des soldats russes envers les soldats bulgares est vue par le nombre de prisonniers. À la fin de la guerre, il y avait des calculs que les Bulgares avaient quelques 5 000 à 6 000 prisonniers russes, tandis que les Bulgares chez les Russes étaient 400-500, c'est-à-dire les Russes ne prenaient pas des prisonniers bulgares à cause bien sûr de cette déception. Finalement, la Bulgarie a fait la guerre contre les grandes puissances, mais à une exception, les États-Unis. Les États-Unis ont fait la guerre, ont déclaré la guerre aux Allemands, aux Autrichiens, ont coupé les relations diplomatiques avec l'Empire ottoman, mais pas avec les Bulgares. C'est-à-dire, toujours pendant la guerre, à Sofia, il avait un représentant diplomatique américain qui d'ailleurs défendait les intérêts de l'Angleterre en Bulgarie. La France, les intérêts de la France étaient défendus par l'ambassade des Pays-Bas, mais je ne sais pas pour quelle raison, les Anglais ont préféré les Américains. Et finalement, oui, on peut dire que la Bulgarie commençait la guerre comme une guerre locale contre la Serbie, encore une fois, le répète, mais a été mêlée au grand événement global de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Et maintenant, Stanislas. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité. Je vais essayer de vous présenter en quelques minutes le cas serbe pendant la Grande Guerre. Donc, qu'est-ce que la Serbie en 1914? Je vais essayer d'abord de vous présenter la Serbie
avec une approche à la fois chronologique et problématique, et puis en essayant de souligner les traits majeurs qui ont été évoqués déjà lors de notre session du matin. Alors, il s'agit d'un petit pays balkanique d'environ 4,5 millions d'habitants. Ce sont en majeure partie des paysans soldats, à 90%, ce qui est très important pour la compréhension des alliances et d'une sorte de serbophilie dans l'opinion publique française pendant la Grande Guerre. Il y a une dynastie nationale qui est à la tête de la Serbie, c'est la dynastie Karađorđević. Je vous rappelle que Pierre Ier de Serbie est formé à Saint-Cyr et a participé dans la guerre franco-prussienne de 1870-71 du côté français. Donc aussi un facteur qui jouait au niveau des souvenirs en faveur de la Serbie dans l'opinion publique française. C'est un pays qui sortait victorieux et agrandi pendant les guerres balkaniques. Donc environ 1,5 million d'habitants ont été ajoutés à la Serbie, avec les territoires de la soi-disant vieille Serbie et la Macédoine. Mais c'est aussi un pays épuisé qui a participé dans les guerres balkaniques et qui a chèrement payé sa participation dans les guerres balkaniques. Je vous rappelle que la bataille de Bregalnica contre la Bulgarie pendant la Deuxième Guerre mondiale était peut-être une première bataille qui a qui a eu des morts des deux côtés qui se mesuraient à des dizaines de milliers de péris. Donc, pour les Serbes, la guerre dure depuis 1912. L'armée est quand même expérimentée, mais elle n'a pas des alliances avec des grandes puissances. La seule alliance formelle existe avec la Grèce, mais seulement pour le cas de l'attaque bulgare. Quand même, la Serbie a un soutien moral de la Russie, et par ce lien et ce soutien, indirectement, un soutien français par l'alliance franco-russe. La France est présente financièrement et culturellement en Serbie en 1914, surtout avec les prêts d'État, donc au niveau financier. Donc, en quelque sorte, la nouvelle guerre était conçue en Serbie comme le début d'une nouvelle troisième guerre balkanique, on pourrait dire. On ne s'attendait pas à une guerre mondiale, on s'attendait à une guerre contre son grand voisin Autriche-Hongrie. Mais on s'attendait à une guerre limitée. Bon, je vais vous rappeler les faits historiques. Le 28 juillet, donc un mois après l'attentat de Sarajevo, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, Belgrade est bombardée, une offensive est déclenchée de l'ouest sur le front de la rivière Drina et du nord du côté de la rivière Sava. L'offensive autriche-hongroise est repoussée et là, nous avons une première bataille gagnée par les Alliés. Donc, la Serbie réussit à gagner la bataille de Cer. C'est une montagne à côté de la rivière Drina. C'est la première victoire des Alliés pendant la Grande Guerre. Ça a eu un impact dans l'opinion publique française. Les journaux français parlent de cette victoire et surtout à un moment très difficile sur le front de la Marne. Donc ça contribue en quelque sorte au niveau psychologique pour les troupes françaises. Puis en décembre 14, une nouvelle victoire de l'armée serbe, c'est à la rivière Kolubara, donc décembre 14, une nouvelle
victoire, et la Serbie entre janvier 15 et octobre 15 dans une période de la paix relative. Pendant ce temps, les missions des Alliés sont envoyées en Serbie, une mission médicale française, une mission militaire française. Il y a à ce moment une grande épidémie de la typhoïde qu'on combat, et tout ça en attendant une nouvelle offensive du Nord, qui va arriver cette fois, donc du côté de l'Autriche-Hongrie, aidée par les Allemands du Nord et par les Bulgares de l'Est. Donc, le gouvernement discute de la paix séparée ou de la retraite. Alors, la retraite est décidée. Et nous avons un cas assez particulier en Europe de ce moment, où le gouvernement choisit de se retirer en dehors de son territoire national, de laisser le territoire national être occupé et d'exister donc comme un gouvernement sans le territoire. Donc un choix assez risqué, surtout parce que l'occupation des ennemis de territoire national entier était très très dure. Nous avons une guerre totale, des massacres à grande échéance, et surtout dans le domaine de la région de Machva, avec Šabac, la ville de Šabac, le Verdun serbe, comme cible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement et l'armée? Elle fait sa retraite à travers les montagnes enneigées de l'Albanie et du Monténégro. Ça a eu un impact au niveau imaginaire. On voyait ça comme une nouvelle Anabaza à l'antique. Il y a des auteurs français surtout qui faisaient cette parallèle. Et puis, l'armée est sauvée par la marine française et la marine italienne sur les côtes albanaises et transportée à Corfou. De Corfou, l'armée serbe reconstituée est transportée sur le front de Salonique, où elle rejoint l'armée française d'Orient, qui s'est retirée des Dardanelles, une expédition qui n'a pas réussi. Et sur le front de Salonique, à partir de 1916, l'armée serbe participe à la guerre des tranchées sous le commandement français, donc l'armée d'Orient, sur l'image de l'armée d'Orient de la période de la guerre de Crimée. Ces armées combattent aussi avec des unités anglaises, grecques, russes, italiennes, donc une armée des différentes cultures, une armée très difficile à commander, et c'est pourquoi les commandants français, Saraï, Guillaume et Franchet des Perret, ont beaucoup de mal à organiser cette armée et une offensive avec succès. À ce moment, il y a même des discussions parmi les diplomates à faire venir les Japonais pour changer la situation, vous avez évoqué ça, pour changer les situations sur le terrain, mais ça n'a pas eu, ça ne s'est pas réalisé. Donc, après 2 ans, le 15 septembre, l'armée serbe, avec l'armée d'Orient, perce le front à la fin et oblige la Bulgarie à la première armistice pendant la Grande Guerre, c'est l'armistice de Salonique, le 29 septembre 1918, et libère le territoire national. Le 1er novembre, l'armée serbe entre à Belgrade, passe son territoire austro-hongrois, donc de l'ennemi, et même continue son avancée après l'armistice de Villa Giusti le 3 novembre signé
entre l'Italie, donc un allié de la France et de la Serbie, et l'Autriche-Hongrie, et avance jusqu'à Ljubljana, Laibach à ce moment, et pour rencontrer les Italiens qui deviennent en quelque sorte les alliés, mais les concurrents en même temps pour les territoires que vous avez évoqués en Istrie, en Dalmatie. Alors, maintenant se pose le problème de la sortie de guerre pour la Serbie. La Serbie a payé cher cette guerre. Elle a eu parmi tous les belligérants, proportionnellement au nombre des habitants, peut-être les plus grandes pertes avec la France. Les combats ont duré beaucoup de temps sur le territoire national. Elle a subi une occupation dure. Maintenant se pose le problème de l'intégration des anciens combattants. Puis on a le problème des générations creuses dans les années qui se voit tout de suite dans les années 30. Et puis commence une guerre des mémoires parce que la population du nouveau royaume des Serbes et des Croates et des Slovènes n'a pas eu la même expérience de la guerre. Et de là vont jusqu'à nos jours, et je parlerai peut-être de cette problématique dans une autre séance, donc jusqu'à nos jours existent des guerres des mémoires. D'un côté, l'expérience serbe, dure, de l'autre côté, une expérience des Slaves du sud de l'Autriche-Hongrie qui est très très différente de celle des Serbes et où ces populations ont combattu pratiquement les gens avec lesquels ils vivaient depuis le 1er décembre 1918 dans un même État. Voilà, en quelques traits, je voulais vous rappeler de ces faits historiques et je reste ouvert pour toutes les questions qui puissent avoir lieu. Merci. Merci infiniment. Moi, je trouve que ce panorama qui a été fait est tout à fait passionnant et François Kocher et moi qui avions envisagé cela, eh bien, je crois que nous pouvons dire que nous sommes ravis, nous sommes tout à fait satisfaits au point que je me disais que ne serait-ce que ce qui a été dit ce matin par vous et les uns et les autres mériterait de faire l'objet d'une publication. Mais c'est une autre chose. Je voulais dire aussi que la pertinence de vos interventions, madame, mes chers collègues, et puis vous féliciter aussi au nom de tout le monde pour votre connaissance admirable du français, parce que évidemment nous avons voulu, François Kocher et moi, vous faire en sorte que ce soit des francophones qui vous parlent, parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup d'autres, mais en tout cas, à la fois par votre compétence et pertinence de vos interventions, votre connaissance du français, vous nous avez comblés. Un grand merci. Alors maintenant, chers collègues, je vous en prie, vous avez la possibilité de poser des questions et auxquelles nous allons essayer de répondre, mais je vous demande simplement, premièrement, de vous nommer d'abord, et puis ensuite, avant la question, et puis ensuite peut-être d'en rester au thème de la matinée, puisque nous avons cet après-midi, demain après-midi, donc je vous en prie, monsieur. Je tiens évidemment, moi j'ai juste une première question. J'ai jamais compris pourquoi le Portugal était intervenu justement dans cette guerre, alors qu'au Portugal on connaît des monuments de mort tout à fait impressionnants. Ben, comme je l'ai dit, d'abord parce qu'il est un allié traditionnel de la Grande-Bretagne, qu'ensuite il ne voulait pas entrer en guerre tout de suite, mais d'une part, il y a eu déjà sur le front africain des problèmes entre les Allemands et les Portugais dans les territoires africains portugais, et d'autre part que des navires allemands ont été torpillés par des Anglais
et qu'à la suite, dans les ports portugais, et par là, il y a eu l'entrée en guerre de l'Allemagne contre le Portugal, et par conséquent, le Portugal a été engagé également dans la guerre. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais François vient aussi à mon secours. D'autres questions? Oui, oui, David Mitzi-Macaire. Oui, oui. Voilà, moi je voulais, si on revient à notre problématique, en fait, est-ce que certains, avant le conflit, avaient prévu la mondialisation de ce conflit, en sachant que le 19e siècle, enfin la fin du 19e siècle, accouche quand même d'une mondialisation économique, il y a des interdépendances, ça a été bien noté par Barbet-Kuhn, et que au fond, on peut se dire que c'était peut-être prévisible, surtout après l'entrée en guerre des Britanniques, que la guerre devienne mondiale. Alors, je peux vous donner une réponse qui sera personnelle, mais d'autres pourront y répondre aussi. Il y a eu des gens qui ont réfléchi à ce que pouvait être la guerre. En tout cas, il y a 15 jours, nous étions à un colloque à Châlons-en-Champagne, organisé par François Cochet, et j'ai donné l'exemple d'un officier spécialiste de la guerre économique et qui a expliqué quelles sont les prévisions pour la guerre, et en particulier les conséquences économiques. Alors, il disait d'abord, cette guerre, c'est pas possible qu'elle ait lieu, parce qu'elle est contraire à tous les principes économiques. Il n'y a aucune raison pour qu'on fasse la guerre. Ensuite, s'il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, il n'y a aucune raison pour que les autres pays s'en mêlent. Pourquoi? Parce que ces pays n'ont aucun intérêt à faire la guerre. Ils vont à leur ruine. Et par conséquent, je donne l'exemple de ce colonel Sérigny, qui était l'adjoint direct de Pétain pendant la guerre, mais d'autres pourront donner d'autres exemples, peut-être contraires. En tout cas, pour lui, qui était un spécialiste, un officier spécialiste de l'économie, pour lui, il était évident que la guerre ne pouvait pas devenir une guerre mondiale, elle serait une guerre qui serait limitée, parce qu'on ne pouvait pas se lancer dans une guerre trop longue. Et de nouveau, je renvoie à la séance de cet après-midi, parce que la guerre ne pouvait pas ne pas être courte. Ça aurait été une folie de faire une guerre aussi longue. Voilà. Mais François, peut-être. Oui, simplement un tout petit mot complémentaire. Je rappelle que la seule théorie en vigueur à l'époque économiquement, c'est le libéralisme. Le marxisme est connu par 1% des gens. Et effectivement, dans cette perception libérale de l'époque, il n'y a rien de plus antagonisme que la guerre par rapport à l'économie. C'est-à-dire que la guerre est théorisée à l'époque, et je pense d'ailleurs que c'est tout aussi valable aujourd'hui, est théorisée comme un empêcheur d'économie. La guerre est contradictoire avec le bon fonctionnement économique. Donc la guerre ne peut être que transitoire, parce que sinon elle perturbe l'économie mondiale, contrairement à ce qu'on a pu dire, à ce que certains courants de pensée ont pu dire au lendemain de la Grande Guerre, les profiteurs de guerre, etc., on en reparlera, mais il est évident qu'il y a cette conviction largement partagée par tous les milieux décideurs économiques que la guerre est effectivement contradictoire totalement avec les activités économiques. Moi, je prends toujours un exemple qui me semble extrêmement pertinent. La Banque de France procède au début de la guerre, elle n'a pas envisagé un financement long de la guerre, du tout. Jusqu'à la fin de l'année 14, la Banque de France procède par des avances quotidiennes. C'est-à-dire, on finance au jour le jour, parce qu'on pense que chaque jour, la guerre va se terminer, enfin, je l'espère. Alors maintenant, sur une autre partie de votre question, vous savez, en fait, vous posez la question de l'expertise. Et des anticipations. Dans les anticipations, on a toujours beau jeu, après coup, généralement a posteriori, de trouver des gens, des experts, civils, militaires, qui ont annoncé quelque chose. Qui certains, alors bon, notamment, je parle sous le contrôle de Frédéric, bien entendu, mais par exemple, le passage à la guerre des tranchées, vous pouvez toujours trouver des experts qui vous l'ont dit, etc. Ceci dit, il y a les écrits théoriques de ces experts,
qui font plus ou moins florès, qui se répandent plus ou moins. Et puis, il y a, je dirais, la réalité quotidienne et vécue de la guerre. Et sur ce champ-là, il me semble que personne n'avait prévu, n'avait anticipé la mondialisation de la guerre. Et je crois que justement, dans le remarquable panel de ce matin, il y a déjà cette idée que ça a été... Cette guerre est paradoxale. Elle est paradoxale parce qu'elle est attendue, elle est préparée par certaines dimensions, mais en même temps, c'est une surprise dans ces dimensions essentielles. Et donc l'expertise est mise en défaut quelque part. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas franchement nouveau. J'étais assez étonné il y a quelques années. J'ai traduit l'ouvrage d'un Français qui était conseiller de notre premier prince, avant Ferdinand le Tsar, prince Alexandre de Battenberg. Donc il a raconté ses soirées avec le prince, et c'est en 1883, il disait, on discutait avec le prince sur la guerre qui va venir, la guerre européenne. Et le prince Alexandre de Battenberg, donc autrichien-allemand, disait « La Bulgarie fera partie de cette guerre à côté de la France et de la Russie. Et bien sûr, nous serons battus. » Donc, à ce moment-là, j'étais assez étonné parce que l'ouvrage de M. Keyes, le nom de ce fonctionnaire, a été édité en 1905, donc avant la guerre. Et il disait, en 1883, on discutait, avant le rapprochement et tout ça, la France et la Russie vont faire la guerre contre l'Allemagne. Donc, la même chose dans la Russie, parce que en 1880, lorsque le premier plan de guerre a été élaboré par l'état-major russe, on ne parlait qu'une guerre européenne, qu'une grande guerre européenne qui va s'éclater et qui serait désastreuse pour l'Empire. Tout le monde comprenait bien que la guerre serait désastreuse, mais son caractère mondial n'avait pas été prévu par les Russes non plus. Merci. Oui, alors moi, je suis un peu perplexe sur cette terminologie mondialisation, etc. Ça provient, si je ne me trompe pas, plutôt du monde anglo-saxon, où il y a un terme qui décrit aussi le terme globalisation, le terme français mondialisation. Et je dirais que nous pouvons aussi peut-être théoriser le terme mondial, ou historiciser plutôt le terme mondialisation. Si je ne me trompe pas, ce terme arrive dans le grand public après 1945. Et donc, nous pouvons aussi nous demander si ce que nous appelons mondialisation à l'époque de la Grande Guerre n'est pas en fait un résultat de la simple recherche de la victoire pendant la Grande Guerre. Alors, on recherche la victoire, on essaye d'ouvrir des nouveaux fronts, on essaye de transporter les troupes, on essaye de trouver des solutions, comment obtenir cette victoire. Donc, c'est un phénomène qui existe, bien sûr, mais on l'appelle par le terme mondialisation à une autre époque. Merci. Frédéric. Oui, pour ajouter un mot rapide, je pense qu'il y a, lorsqu'on observe les élites dirigeantes des grandes puissances européennes avant la guerre et les élites économiques, une forme d'étanchéité, de non-capillarité entre les deux mondes, ce qui fait que les élites dirigeantes ont du mal à comprendre ce que les élites économiques savent, c'est-à-dire l'interpénétration des économies. Et cette rupture qui apparaît entre les élites dirigeantes, d'une part, les militaires qui sont dans le même camp, je dirais, et les élites économiques, permet de comprendre cette incapacité à anticiper les évolutions qui vont suivre. Parce qu'il n'y a pas, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, côté français, en tout état de cause, ça ne marche plus, c'est pas... Côté français, en tout état de cause, eh bien, dans les élites dirigeantes, il y a très peu de spécialistes en économie, en fait. Merci bien. D'autres questions? Oui. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais sinon, on reviendra vers vous. J'ai été surpris de vous entendre dire, l'intervenant russe a dit que la flotte russe n'était pas très puissante.
Ça m'a semblé surprenant, j'avais en souvenir une histoire assez importante, malgré les déboires japonais. Vous dites La flotte russe. Ah, la flotte russe. La flotte russe n'était pas une flotte océanique. On a construit les navires pour opposer aux Turcs et pour opposer les Suèdes maximum sur la mer de Baltique. Donc on n'a pas eu les navires sur le Pacifique après la guerre russe-japonaise et il ne s'agissait pas d'une guerre maritime pendant la guerre de 1914-1918. Merci. Alors, chers collègues, des questions? Oui, je vous en prie. Alors, je suis Evelyne Chazal. J'aurais voulu savoir comment, en particulier dans les pays qu'on connaît un peu moins, en France, c'est intéressant pour nous, la Bulgarie, la Serbie, la Russie, comment s'étaient déroulées les mobilisations et j'allais dire l'entrée en guerre, peut-être aussi au plan un peu de la manière dont les populations doivent très vite. Alors, Stanislas, le premier. Alors, oui, vous avez mentionné l'ouvrage de John Reed, qui est tout à fait passionnant, qui décrit l'entrée en guerre de la Serbie, ou les premiers mois de la participation serbe à la Grande Guerre. Alors, il y a un phénomène qu'il décrit, c'est un phénomène d'un relatif ordre qui est presque technique, où la population, ce paysan soldat que j'ai mentionné, pratiquement continue sa participation à la guerre, aux guerres balkaniques, et continue en quelque sorte son devoir envers sa patrie. Mais c'est un paysan soldat qui est fatigué quand même, qui combat pendant longtemps, pour qui quelquefois la guerre n'est pas très différente même de la vie quotidienne sur le champ, parce que les conditions dans la Serbie rurale de cette période sont désastreuses. C'est une agriculture de base, c'est un climat que peut être très dur et rude, et c'est un personnage qui vit au quotidien. Donc en quelque sorte, l'entrée en guerre, dans sa conscience, est une continuité de ce qu'il faisait d'abord sur les champs, ensuite pendant les guerres balkaniques, et ensuite il suit la mobilisation déclarée par son gouvernement, où en quelque sorte il donne son consentement à son roi et à son pays. Merci beaucoup. Marbelle, vous voulez dire quelque chose? Non. Non. Bon, alors. C'est pas le petit pays. Non, parce que je représente. En Bulgarie, il manquait l'enthousiasme de 1912. C'est-à-dire, le 1912, la mobilisation, vraiment, c'était l'enthousiasme. On allait libérer nos frères opprimés, etc., etc. En 1915, on allait faire notre devoir. Mais je vais vous citer Capitaine Canudo, c'est-à-dire c'est un Français volontaire italien qui a édité en 1919 à Cambridge, et je veux le citer. Il demande un volontaire macédonien, il y avait beaucoup de volontaires macédoniens dans l'armée bulgare, qui a été fait prisonnier. Pourquoi ces Bulgares nous poursuivent avec un tel acharnement, puisque nous allons. Il s'agit de 1915, c'est-à-dire le retrait des troupes françaises vers la Grèce. Et si vraiment cette guerre n'est pas populaire chez eux, pourquoi la font-ils avec un temps d'âpreté, d'acharnement, oui? La réponse était pour le tsar. Moi, j'en doute que c'est vraiment pour le tsar qu'on a fait cette guerre. Parce que le tsar n'était pas très populaire en Bulgarie à ce moment. C'était un tsar allemand, n'oubliez pas. Donc les Bulgares avaient le respect des Allemands, mais pas l'amour des Allemands. Donc je pense qu'ils se sont mobilisés, bon, comme un peu les paysans serbes, pour continuer leur travail, mais sans enthousiasme.
Merci bien. La Russie est aussi un grand pays, mais Oui. peut-être que Oui, quelque chose. les processus semblables se sont déroulés en Russie. Les paysans russes n'ont pas compris jusqu'à la fin de la guerre pourquoi ils doivent battre. La mobilisation de l'opinion publique, elle n'a pas réussi, je pourrais dire. En ce qui concerne la mobilisation économique, elle se déroulait plus lentement qu'à l'Occident, donc ce n'est que vers la fin de 1915 qu'on a réussi à complètement mobiliser l'économie russe. Mais en ce qui concerne l'opinion publique, les choses semblables qu'à Serbie et à Bulgarie. Merci. Une dernière question? Oui, madame. Justement, puisqu'on parle des mobilisations, je me demandais, est-ce que le Royaume-Uni a été le seul pays à envoyer des volontaires ou est-ce que le phénomène s'est retrouvé Oui, il est d'autant plus regrettable que Sir Hugh Strachan ne soit pas là. Nous a prévu... Mais tu feras le problématique de service. Absolument. Non, je rappelle qu'il y a simplement une question institutionnelle, toute simple, c'est que la conscription n'existe pas dans l'armée britannique. Donc c'est une armée de professionnels et de volontaires jusqu'à la fin de l'année 1916. Alors, pour avoir un peu l'équivalent, il faut aller chercher, bien entendu, des engagements volontaires, notamment au sein de l'armée française. Vous avez des engagements volontaires extrêmement intéressants à suivre, notamment ceux des Italiens qui se portent volontaires dès août 1914, sans attendre donc, la déclaration de guerre de l'Italie du printemps 1915, et notamment les Garibaldiens. Ces Garibaldiens qui ont été remarquablement étudiés par Hubert Herriès, qui montrent que alors, ils sont forcément intégrés dans la Légion étrangère, puisqu'ils ne peuvent combattre que là, institutionnellement, au sein de l'armée française. Et ce cas est extrêmement intéressant parce que vous avez effectivement des volontaires totalement instrumentalisés politiquement qui militent en faveur de l'intervention officielle de l'Italie. Ils vont combattre en Argonne, notamment, ça va être la catastrophe, parce qu'ils n'ont aucune expérience militaire. En plus, les fils Garibaldi ont été promus à des grades d'officiers. Leur compétence est loin d'être avérée, mais c'est un cas extrêmement intéressant. Vous avez un autre cas intéressant au sein de l'armée française de volontaires aussi, ce sont les volontaires alsaciens lorrains, avec effectivement à peu près 12 500 transfuges, si je puis dire, des habitants du Reichsland, annexés de 1871, qui choisissent le camp de la France, qui sont donc engagés aussi au sein de la Légion étrangère. Alors, ils sont à peu près 12 500, ce qui permet à la mémoire lorraine d'aujourd'hui, à la mémoire alsacienne, de dire, vous voyez, nous avons été pro-français et patriotes. Il y a un remarquable colloque qui s'est tenu l'an dernier sur l'affaire de Saverne, qui montre, les résultats ont montré qu'en fait, en 1913-14, vous avez à peu près 2% de la population alsacienne qui demande encore son rattachement à la France. L'immense majorité des Alsaciens s'estiment allemands. Enfin, ils veulent un vrai statut au sein du Reich, ils veulent un statut de Land, mais ils ne sont pas français. Et puis, à ces 12 500 volontaires alsaco-lorrains venus combattre dans l'armée française, moi j'oppose un autre chiffre qui est presque équivalent. C'est que vous avez aussi, au sein des Alsaciens lorrains, vous avez à peu près 9000 hommes, jeunes hommes, qui s'engagent volontairement, mais dans l'armée allemande. Donc vous voyez 12 500, 9000, bon, les choses sont complexes, mais quand même... Frédéric. Je voudrais un peu approfondir ce que vient de dire François, en rappelant une chose qui... Oui, je vais approfondir. Vas-y. En rappelant que la loi française interdit à un étranger de servir la République, sauf à la Légion étrangère. Donc, en plus des Garibaldiens, en plus d'Alsaciens-Lorraine, il y a à peu près 30 000 volontaires qui demandent à s'engager en 1914 dans l'armée française. Et parmi les
les volontaires qui apparaissent à ce moment-là, le mot a été prononcé, ou la nationalité a été prononcée par Maurice tout à l'heure, elle est très intéressante. Ce sont les Polonais qui s'engagent dans un régiment de marge à la Légion étrangère qui est recruté à Bayonne. On va les surnommer pour cela les Bayonnais, vont presque tous mourir dans les campagnes d'Artois de 1915. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit apparaître à la Légion étrangère une proto-armée d'un État qui n'existe plus depuis 120 ans, la Pologne, et qui va renaître en 1917 à l'intérieur de l'armée française, sous une autre forme qui, à mon sens, pour le coup, en droit international est très intéressante, puisqu'on a en 1917, en France, issu d'un recrutement polonais. Il faut définir ce qu'est polonais à l'époque. Ce sont soit des Austro-Hongrois, soit des Russes, soit des Allemands, qui se revendiquent polonais, qui vont servir dans une armée polonaise, sous drapeau polonais, avec un décret signé du président de la République, alors qu'il n'y a pas d'État polonais. Donc c'était ce point que je voulais me permettre. Oui, c'était un complément tout à fait intéressant. Merci Frédéric.